Allez, s'il vous plaît, asseyez-vous. Aujourd'hui, ça va être un petit peu spécial. Pourquoi, monsieur? Parce que j'imagine que vous en êtes scandalisé, il y a un type de jeu majeur dont nous n'avons toujours pas parlé. Les jeux de guerre? Non. Les jeux d'avion? Les jeux de tir? Les RPG? Ah, on s'y approche, on pourrait presque dire l'ancêtre des RPG, le jeu d'aventure. On va donc revenir un petit peu en arrière pour en parler. Monsieur, on n'arrivera jamais au jeu de maintenant si vous reculez à chaque fois. Écoutez, il sera jamais question de FIFA ou d'Uncharted dans ce cours, c'est trop récent. Bah ouais, mais ce sera toujours nul alors. Peut-être, mais il nous fera toujours voyager. Aujourd'hui, c'est en 1971 qu'on commence le périple. Le premier jeu dont je vais vous parler, c'est un professeur qui l'a conçu pour ses élèves. On parle d'ailleurs davantage d'un logiciel éducatif que d'un véritable jeu. Don Rawitch a une idée un peu spéciale pour enseigner à ses élèves son cours d'histoire sur la vie des pionniers du 19e siècle. Concevoir un logiciel interactif. Au lieu de leur raconter de manière classique et peut-être un peu barbante comme moi je le fais en ce moment, l'histoire des États-Unis, Don Rawitch propose à ses élèves de leur faire traverser virtuellement la fameuse piste de l'Oregon depuis les rives du Missouri jusqu'à l'Oregon. Celle-ci utilisée même par les pionniers du 19e siècle. Voici les étudiants confrontés à la gestion, l'approvisionnement des fourgons, la distribution des ressources, la chasse et maintes activités. Pourquoi elles font pas tout ça, les profs, monsieur? Tout le monde n'a pas des compétences en informatique, Leila. Et ne soyons pas naïfs, ça ne remplace pas un véritable enseignement. Bien que représentant une importance assez mineure dans l'histoire du jeu vidéo, cette idée d'histoire interactive inspirera Willie Crow. Bon, ça s'écrit comme ça, et j'arrive pas à le prononcer, donc je l'appellerai juste Willy. Comme si c'était mon pote. Oh, je suis allé un petit peu vite, il y a un H entre le T et le E, hein. Donc, Willy a parmi d'autres 3 passions. La programmation, la spéléologie et les jeux de rôle papier. Sa passion pour la spéléologie l'amène à s'apercevoir que toutes les grottes sont reliées entre elles par des réseaux souterrains. Willy imagine donc tout naturellement une intrigue se déroulant dans de multiples grottes interconnectées. Il programme son jeu et le nomme Colossal Cave Adventure, le tout premier jeu vidéo textuel. Quelqu'un sait de quoi il s'agit ? Eh bien, ces premiers jeux n'avaient pas d'image. Et pour la remplacer, eh bien, on l'a décrit à l'aide d'un texte, pour savoir où nous nous trouvons ainsi que les objets présents autour de nous. Vous tapez alors 1 ou 2 mots pour décrire l'action que vous comptez mener, et s'ensuit la conséquence de celle-ci. En fait, c'est un peu comme les livres dont vous êtes le héros. Oui, Jean-Kévin, mais avec une interactivité un peu plus marquée, mais la référence de Willy reste Donjons et Dragons, le jeu de rôle papier par excellence. Il y intègre donc des trolls, des elfes et diverses créatures fantastiques. L'objectif du joueur est de visiter les différentes grottes et d'y trouver les trésors cachés. Les aventures textuelles seront assez courantes au début des années 80. Mark Blank, Bruce Daniels et Tim Anderson ont adoré Colossal Cave Adventure, mais ils pensent possible d'imaginer quelque chose de plus ambitieux. Cela donnera Zork, qui restera dans les mémoires pour son univers riche, ses énigmes complexes et son humour. Nous aurons aussi le droit à pas mal d'adaptations littéraires, telles que Le Hobbit ou encore Le Guide du Voyageur Galactique en jeu vidéo textuel. Bon, je pense que vous avez à peu près compris en quoi cela consiste. Et en parallèle de ce type de jeu, on a un autre genre à peu près similaire qui est le jeu d'aventure graphique. Ken Williams et sa femme Roberta ont eux aussi été bluffés par Colossal Cave Adventure. Seulement l'approche très littéraire des jeux textuels ne les convainc pas plus que ça, ils restent persuadés que l'utilisation de graphismes serait bien plus judicieux. Roberta écrit donc une enquête policière basée sur un meurtre dans une maison avec divers suspects. Ken s'occupe lui de gérer les illustrations du scénario. Cela donne Mystery House, le premier jeu d'aventure graphique. Il s'agit donc exactement du même procédé que le jeu textuel, à l'exception que l'on atténue en grande partie le texte descriptif remplacé par une image. Il nous suffit donc de taper nos instructions comme ouvrir porte, utiliser clé, parler au personnage. Vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué finalement, il s'agit surtout d'une décision importante de Roosevelt qui décida de freiner le conflit avec l'URSS tout simplement parce que le stress sûrement lui demanda de le faire. Monsieur le Président. Continuez, je viens juste observer. Et donc Roosevelt dut à un moment donné prendre une décision importante forcément, et il prononça une phrase restée célèbre à New York même. Il dit Ich bin ein Berliner, et c'est ainsi. Monsieur le proviseur, on vous attend. J'arrive. Monsieur, vous avez eu chaud. Au moins cette fois-ci, monsieur le proviseur a dû comprendre que j'étais pas vraiment prof d'histoire.
S'il vous plaît, on a quand même un cours à terminer. J'aimerais qu'on quitte un petit peu ce type de jeu d'aventure particulier et qu'on revienne aux jeux d'aventure qui ressemblent davantage aux jeux vidéo classiques, comme on l'a vu jusqu'à maintenant, avec une interactivité plus importante, des sprites et j'en passe. Warren Robinet va énormément s'inspirer d'un jeu pour son titre, devinez lequel? Oui, encore Colossal Cave Adventure, décidément. Seulement, il imagine un jeu comme on a plus l'habitude d'en voir, avec un personnage que l'on contrôle. Et souvenez-vous, on avait déjà expliqué que les jeux de l'époque fonctionnaient sur un unique tableau contenant l'intégralité de l'univers. On a eu Defender qui instaurait le scrolling, ce mouvement de caméra. Warren Robinet ne peut se contenter d'un unique tableau. Il imagine un jeu d'aventure qui demande de l'exploration, des découvertes. Et bien dans son jeu, Adventure, il va utiliser un autre procédé. On peut d'ailleurs faire un parallèle avec le cinéma assez amusant. Vous savez qu'à ses tout débuts, le cinéma fonctionnait aussi avec un unique tableau, que ce soit avec Méliès ou les Frères Lumière. Et toute l'action se déroulait dans ce tableau, exactement comme la plupart des jeux qu'on a vus jusqu'à maintenant. Puis on a commencé à multiplier ces tableaux. C'était une technique propre du cinéma muet du début des années 1900. Nous avions des personnages avec une situation. Par exemple, voilà qui se fait voler son sandwich. Il décide donc de partir le récupérer. Et s'il sort droite cadre, on le récupère instantanément gauche cadre sur le plan suivant. Et inversement s'il revient sur ses pas. À ses débuts, le cinéma fonctionnait lui aussi par tableau. C'est ce procédé que va utiliser Warren Robinet pour son jeu Adventure, une multitude de tableaux reliés les uns aux autres. C'est donc une véritable innovation dans le monde du jeu vidéo. Nous voici dans un monde ouvert, un open world, où nous menons nos quêtes avec une très grande liberté. Rappelez-vous que nous sommes au tout début du jeu vidéo. Notre avatar est donc représenté simplement par ce petit carré. Nous pouvons ramasser les objets que nous trouvons, par exemple nous équiper de cette épée, oui c'est une épée, qui nous sert à combattre les adversaires. Nous avons des clés, la noire ouvre la porte noire, la jaune la porte jaune, et tout cela pour récupérer des calices protégés par 3 dragons qu'il nous faudra affronter. Et pour l'anecdote, le jeu contient aussi le premier easter egg du jeu vidéo. Atari refusait de créditer le nom des développeurs de leur jeu. Warren Robinet ne s'est pas privé de placer dans une salle du jeu, créée par Warren Robinet. Vous imaginez un petit peu la liberté que cela représentait de se balader dans un univers aussi grand pour y affronter des dragons? On vivait notre propre aventure, c'était extraordinaire. Croyez-moi, ça l'était. Enchaînons avec Berserk. Le titre va reprendre exactement les mêmes mécanismes en ajoutant du tir, comme dans Sheriff. Le jeu est tiré d'une série de romans The Berserk Stories. On est tout de même ici beaucoup plus orienté action qu'exploration. Nous avons des séries d'ennemis à éliminer tout en évitant leurs tirs. Et les murs sont électrifiés, nous devons même faire attention à nos déplacements. Dans Rogue, on repart vers l'exploration, mais cette fois-ci, les couloirs, les monstres et les salles sont générés aléatoirement. Cela veut donc dire que chaque partie est unique, qu'il est impossible de prévoir à l'avance notre parcours. Et c'est d'ailleurs pourquoi on appelle aujourd'hui les jeux qui génèrent aléatoirement les niveaux des roguelikes, comme le récent Binding of Isaac. Il est tout de même un peu plus riche qu'Adventure. Nous avons des points de vie, le combat se fait au tour par tour, et nous pouvons ramasser divers objets comme des potions ou de l'équipement. Avec Venture, que faut-il faire d'après vous? Oui, encore aller chercher les divers trésors dans les différentes salles. D'ailleurs ici, la mise en scène est plutôt originale. Nous avons un tableau, l'intégralité du niveau présent à l'écran, et c'est lorsque l'on entre dans une salle que le nouveau tableau apparaît grâce à une sorte de faux zoom. Chaque salle représente donc un cœur de jeu différent, avec plusieurs ennemis présentant diverses caractéristiques et un trésor à récupérer. Nous avons à nouveau du tir avec cette fois-ci un arc. Les salles dans lesquelles on a récupéré le trésor se colorient en rose sur le tableau, nous indiquant que l'objectif est atteint pour celle-ci. Il est vrai que nous apprécions tous les aventures proposées par Tolkien, les expéditions d'Indiana Jones, mais si seulement au lieu d'être spectateurs, nous pouvions nous aussi vivre nos propres aventures. C'est ce que nous ont proposé dans un premier temps les jeux textuels, des sortes de romans interactifs. Va ensuite les jeux d'aventure graphiques, nous proposant le même procédé en remplaçant le texte par une image, puis des jeux plus classiques où l'on élimine des adversaires en évitant leurs projectiles avec en plus une notion d'exploration. J'imagine bien qu'avec ces graphismes minimalistes, Adventure vous semble sans intérêt. Il pose pourtant clairement les bases de l'aventure-exploration telle que nous le connaissons aujourd'hui. Ok, merci à tous, on se dit à demain. Au niveau du premier rang, Jonathan, la prochaine fois tu te mettras au fond. D'accord, monsieur. Merci. Ah, trop bien. Allez, à demain tout le monde. C'est bon, ça. Professeur, il est évident que vous ne pouviez pas vous en sortir avec ces élèves dans ces conditions-là. Monsieur le proviseur? Ah, oui, je suis allé observer le professeur Edouard. Et alors? À votre place, je serais inquiet. Vous verriez mener son cours. Il parlait du président Roosevelt, de sa fameuse phrase, très célèbre, prononcée à New York. Roosevelt? À New York? Oui, et les élèves avaient l'air captivés. Certains riaient d'ailleurs. Il n'y a aucune phrase célèbre de Roosevelt.
Enfin, ceci étant, je compte en parler au recteur, alors tout doit être parfait. Vous m'avez dit qu'il lisait un magazine sur les Nintendo, je vais en parler à la psychologue scolaire. Non mais c'est du jamais vu. Oui, donc professeur, je vous disais que ces élèves étaient vraiment intenables et qu'on allait être obligé de les écouter à un moment donné ou à un autre. D'accord.